mais tous les profs nous donnent en fait un petit peu une échelle. Ils vont nous dire ça, c'est des connaissances niveau 1 que tout le monde doit avoir, ça, c'est des connaissances niveau 3 que ceux qui veulent avoir 18 dans cette matière vont bosser. Et moi, une fois que j'avais un peu vu un peu tous les débouchés et que j'avais décidé que ce qui m'intéressait, c'était les langues, bah, je me suis mis à bosser le niveau 3 du coup dans mes matières de langue. Et les autres matières, j'ai pas abandonné parce que bon, voilà, bon, sauf les maths, donc j'ai 3,5 au concours par exemple, et parce que je savais que ça comptait pas pour ce que je voulais en fait. Et ça sert à rien de passer des heures devant un truc enfin, à se remplir la tête des choses qu'on comprend pas, qui à côté vont nous empêcher de bien réfléchir. Enfin, je sais qu'en maths, j'avais rien appris, mais bon, moi, j'étais réveillée et j'ai fait quelques questions et voilà. Enfin, il faut savoir aussi mettre des priorités, même si évidemment on peut pas abandonner une matière, c'est pas vraiment possible, mais il y a quand même des moyens de s'organiser pour travailler ce qu'on a envie de travailler et ne pas se retrouver à faire des séances de travail jusqu'à 4 heures du matin et devoir repartir en cours à 6 heures. Enfin, c'est pas possible. Et tous les profs le disent aussi. Enfin, si vous pouvez pas, le faites pas et puis tant pis, quoi. Enfin, c'est comme ça. Après, ça prend du temps, peut-être, de trouver un rythme. Ça dépend si vous travaillez déjà beaucoup au lycée, ça va peut-être vous prendre du temps d'arriver à vous trouver un nouveau rythme. Et si vous travaillez pas du tout au lycée comme moi, ça va aussi vous prendre du temps de savoir ce que c'est que de travailler. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un peu, la première année est un peu fait pour ça. Et qu'après, en deuxième année, quand vous arrivez un peu plus à savoir où est-ce que vous voulez aller, que vous connaissez les coefficients des épreuves que vous allez passer pour le concours que vous voulez, vous allez plus pouvoir un petit peu vous en sortir comme ça, je pense. Ok, Ouais. d'accord, merci. Moi, là-dessus, j'ai une posture sans doute un peu particulière. Tu vois, parce que j'ai eu des soucis de santé assez graves en prépa, du coup, j'ai raté beaucoup de cours, donc voilà, ça change des choses aussi. Mais j'ai vraiment pratiquement pas ressenti la pression de la prépa. Enfin, je l'ai ressenti la veille de l'oral d'histoire, très clairement, et le matin de l'oral d'histoire, parce que je suis une quiche en histoire, donc il faut savoir que voilà, l'histoire, c'est le pire. Ah oui, c'est Et ça. j'ai fait à peu près tout, en fait. Et donc, moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était ingérable comme quantité de travail, etc. Simplement, ce qu'il faut apprendre, et moi, j'ai dû l'apprendre assez vite à cause des soucis de santé, mais je pense que ça vaut pour tout le monde, c'est que quand tu peux pas, tu fais pas. Donc, quand tu es trop fatigué pour aller en cours, tu vas pas. Quand tu es malade, tu restes chez toi. Ouais, ouais, même si le cours, là, il est super important, même si c'est un DS, oui, il y a pas de problème à rater un concours blanc. Tu vas pas en concours blanc, bah, tu vas pas en concours blanc. Tu fais les choses proprement. Si tu es malade, bah, tu vas fournir un certificat médical et tout. Mais une fois que tu as compris ça, en fait, ceux qui ont vraiment du mal, je trouve, enfin autour de moi, en tout cas qui ont mal vécu la charge de travail de la prépa, c'est les gens qui s'imposaient de tout faire, quel que soit leur propre état, quel que soit la prépa. De toute façon, on ne pourra jamais tout faire. C'est-à-dire toutes les biblios, tout, c'est fait pour que ce soit pas possible. C'est fait, donc c'est fait pour choisir et pour faire selon ce qui t'intéresse, selon ce que tu peux faire, selon ton état du moment, parce que tu peux être malade, tu peux être fatigué, tu peux avoir la tête à autre chose, il peut t'arriver plein de choses dans ta vie. Tu peux, je sais pas moi, être triste pour des raisons qui n'ont rien à voir et t'as pas à te dire ouais mais GDS, il faut que j'aille bosser. Non, enfin ça marche pas comme ça. Et à partir du moment où tu te prends cette liberté-là pour toi de voilà, c'est pas parce qu'il reste des choses à faire que je dois les faire, ça se passe très bien. Et moi, je sais que je suis très sportive, donc c'était important pour moi de faire du sport en prépa, et j'ai continué le sport en prépa. Et voilà, on peut avoir une vie à côté de la prépa. J'ai fait toute mon hippo et toute ma cagne en faisant du roller et du patin à glace, et il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Enfin, ça marche avec quel que soit ce que tu as besoin de mettre dans ta vie. Moi, c'était du roller et du patin à glace, mais moi, j'ai une amie pour qui le théâtre, c'était super important. Elle a continué le théâtre en prépa, il y a pas de problème. Ok, d'accord. Alors, on a une nouvelle question de Noah dans le chat. Est-ce qu'on a eu un grand changement entre nos notes, dans nos notes entre la terminale et la prépa? Moi, non. En fait, je m'attendais à me prendre des tôles et à avoir des 2 et des 3 et ne pas minorer pourtant parce que tout le monde me disait que j'allais avoir un 0,5 à ma première version de latin et que pour autant je ne serais pas la dernière de la classe et que je serais voilà quoi et que enfin en gros on était notés comme des cochons. Du coup j'ai été plutôt surprise quand j'ai eu mon 15 à ma première version de latin
Non, ça va. Après, Après, je crois si, que j'ai eu des mauvaises notes et faut savoir relativiser, mais parce que, enfin, je pense que c'est la question est plutôt de savoir comment faire avec quand on a des mauvaises notes en prépa, parce que ça arrive tout le temps. C'est plutôt de relativiser parce que de un, on n'est pas noté de la même manière au lycée, enfin en prépa qu'au vrai concours. Ça dépend des lycées, mais des fois on est mieux noté en prépa que le concours. Des fois on est sous-noté par rapport au concours, ce qui arrive souvent à Louis le Grand et à Henri IV. Et aussi, en fait, même au concours, enfin, moi j'avais le mythe que en fait, pour intégrer l'ENS, il fallait avoir 20 partout pour pouvoir intégrer. Et pourtant, j'étais 6e à l'ENS et j'ai eu un 13 en lettres. Enfin, c'est pas une mauvaise note, mais par rapport à la moyenne, c'était pas génial. Et j'ai eu des amis qui avaient 5 ou 6, qui a eu un 5 ou un 6 en histoire et qui a intégré l'ENS aussi. Donc, enfin, c'est pas si grave que ça, en fait. En fait, je Faut pense que c'est un relativiser et vieux mythe. regarder, pardon. C'est un vieux mythe que M. Evin nous a souligné, M. Evin, notre professeur de lettres, c'est qu'il nous a souligné que c'est une ancienne époque où en fait on se tapait des 4 en entrant en prépa. Et c'était à l'époque où l'ENS, en fait, si tu avais une note au-dessus de la moyenne, tu pouvais intégrer. Maintenant, c'est un peu plus différent, quoi. C'est certes, tu n'as plus tes 18 et 19, à moins que tu sois excellent, hein. Ça peut arriver d'avoir 18 et 19 en dissertation. Mais déjà, l'intégration en prépa, nos notes ne descendent pas tout de suite parce que les professeurs savent d'où on sort. En fait, ils savent qu'on sort de lycée dont le niveau, forcément, est moins important qu'autrefois, sûrement. Et aussi, on n'est pas du tout aux attentes du concours dès le début, quoi. Et les professeurs le savent. Donc, les chutes ne sont pas énormes. Ça dépend après comment tu remontes la pente si tu veux la remonter. Ou ça dépend aussi des objectifs. Si tu as des matières où ton objectif, c'est d'avoir la moyenne, en fait, toutes tes perspectives changent, je trouve, en entrant en prépa. Mais les changements de notes, je pense qu'on véhicule beaucoup un vieux mythe. Ouais. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit aussi, tu vas te tarter, surtout en lettres. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y avait un mythe autour des lettres. Le prof de lettres devait être méchant et les notes en lettres devaient être dégueulasses. Bon, Ah bon? Moi, j'ai eu ça en philo, hein. Moi, j'ai eu je surtout ça suppose en que ça philo. dépendait des endroits où tu étais, hein, mais moi, c'était vraiment le mythe. Ben, grande nouvelle, alors déjà, il était sympa. Il était même très sympa, et au point que encore des mails. Et, et en fait, j'ai perdu de moyenne générale, j'ai perdu à peu près 3 points entre la terminale et la prépa, ce qui est conséquent. Je veux dire, c'est pas les mêmes notes, mais c'est pas non plus, vous passez pas de 20 à 0,5, hein. Et des lattes, j'en ai quand même pas pris beaucoup. Des DS où j'ai eu moins de la moyenne, il y en a eu, mais il y en a quand même vraiment pas eu beaucoup. C'est pas tout le monde en a parce que en prépa c'est pas compliqué. En prépa, s'il y a un DS où vous n'êtes pas en forme et vous bossez pas et vous n'avez pas bossé, voilà, vous prenez une tôle. En lycée, c'est pas le cas. En lycée, si vous n'avez pas bossé pour un devoir alors que d'habitude vous bossez, vous n'allez pas prendre non plus une super tôle. Enfin bon, j'ai jamais eu 2 à un DS, hein. Et je suis pas un cas exceptionnel, j'étais pas genre la seule à pas avoir eu ce genre de notes. Alors ouais, quand on se rate, ouais, on a vite, hein, ça arrive. On peut même avoir moins si on se rate vraiment, hein, ça arrive. Mais c'est pas des notes qu'on a tout le temps du tout. Et puis, je pense que en fait, la transition se passe très naturellement parce qu'on apprend très vite en prépa en fait, à pas considérer la note absolue et en fait à relativiser parce que il y a d'autres concours il y a d'autres concours blancs qui arrivent malheureusement. Et enfin voilà, quand on a plein de concours blancs, on en enchaîne plein, donc c'est pas grave si une fois on se prend une tôle, on sait qu'on se rattrapera au prochain et qu'il faudra bosser un peu plus. Vraiment, en fait. On apprend vraiment à relativiser en fonction des classements et des moyennes par rapport à la classe. Parce que souvent, quand tu as une tôle, en fait, il y a une bonne moitié de la classe qui s'est pris une tôle aussi. Et pour parler justement de Monsieur Evin, ce prof de latin si gentil, il notait si gentiment que j'ai minoré à 9 à un moment. 9 même au lycée, on minorait pas à 9. Au lycée, on minorait à 5.
Oui, et alors oui, il y a ça aussi, c'est que l'échelle de notes, enfin je sais pas si c'est comme ça partout, mais à Louis le Grand, en tout cas Mathilde, tu nous diras si c'était comme ça chez toi aussi, mais à Louis le Grand, l'échelle de notes change entre le début de l'hypocagne et la fin de la cagne. C'est-à-dire qu'au début Exactement. de l'hypocagne, si votre copie est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, vous avez 16, et si votre copie est extraordinairement mauvaise, vous avez, selon les profs, 5 si vraiment elle est très mauvaise, ou je note pas en dessous de 9, ça dépend des profs. En fin de cagne, si votre copie est nulle, vous avez 2. Mais ça reste rare, mais c'est possible. Et si votre copie est excellente, vous avez 20. Ça reste rare aussi, mais c'est possible aussi. Ça se... voilà. Oui, moi, c'est un peu pareil aussi. Au début de la prépa, les profs, ils ont été gentils, mais pas, enfin, c'était pas faux ce qu'ils disaient. Ils nous disaient, on note une copie, on vous note pas vous déjà, on note une copie que vous avez écrit ce jour-là, cette heure-là, dans cet état mental de connaissance, etc. Et effectivement, la plupart nous disaient, je mettrai pas en dessous de 8, je mettrai pas en dessous de 9, etc. Et puis, après, avec la cagne, on a tous eu nos échelles de notes qui se sont un peu les très très bons ont commencé à tourner à 18-19 et les mauvais ont pu descendre jusqu'à 2, 3, 4. Mais je trouve que sur la question entre le lien entre la terminale et la prépa, en fait, c'est peut-être la note qui va changer le chiffre, mais ta place dans la classe. Enfin, par exemple, moi, j'étais pas très bonne en histoire au lycée. J'avais, je sais pas, je devais avoir 12, 13, comparé aux autres matières, disons. Et en prépa, j'avais 7, 8. Mais parce que j'ai jamais été bonne, en fait, en histoire. Et 7, 8, en prépa, j'étais moitié basse, mais début de la moitié basse de la classe. Donc, en fait, c'est juste aussi, il faut relativiser en regardant sa place dans la classe. En prépa, j'avais 11 de moyenne. Et j'étais sixième de la classe en première année. Donc, c'était en terminale, j'avais beaucoup plus et j'étais troisième, deuxième, troisième. Donc c'est le rang, j'ai pas beaucoup baissé finalement. C'est ça qu'il faut aussi voir et voir où vous êtes dans la classe. En fait, normalement, on vous donne toujours votre rang avec la note. Regardez, si vous avez 7 mais que vous êtes bon, c'est rare. Mais si vous avez 7 mais que vous êtes dans le top 10, bah, c'est pas bien parce que vous n'avez pas réussi, mais c'est pas catastrophique. Par contre, si vous avez 7 mais que vous êtes dernier, ben, il faut peut-être voilà, il faut peut-être plus faire quelque chose. Mais je pense que c'est plus il faut le voir comme ça. Moi je trouve qu'on arrive assez vite à se détacher de bon ben j'aurais pas forcément des 19 et des 20 à tous les DS parce que ben, c'est pas forcément possible. Mais je trouve que le changement se fait bien et puis les profs ils savent aussi que vous arrivez du lycée et que vous entrez dans quelque chose de différent, où les attendus sont pas les mêmes, où les méthodes de travail sont pas les mêmes, et où vous n'êtes pas, entre guillemets, en compétition avec des gens aussi avec la même envie d'apprendre. Au lycée, on était, même si évidemment il y a peut-être des niveaux différents selon les filières, on était aussi avec des gens qui avaient envie d'arrêter les études, des gens qui, voilà, je pense que c'est aussi ça, il faut le voir comme ça, et ne pas avoir peur de se prendre des 7, parce que ça arrive. Et surtout pas non plus développer une obsession du classement parce que, enfin, il y avait je me souviens en carré, il y avait une fille qui était deuxième de la classe et elle n'a pas intégré. Il y a eu la fille qui était classée 35e qui a intégré. Et, donc en fait, le classement, c'est même c'est indicatif aussi. C'est-à-dire que c'est positif si tu es bien placé et ça montre que tu peux faire des trucs géniaux et que enfin et voilà quoi, c'est censé te donner c'est censé te donner confiance. Mais être mal classé, c'est pas la fin de la vie et ça veut pas dire que tu vas rater le concours non plus. Enfin, typiquement, en latin, pendant toute l'année, je me suis pris plein de 5. Et pendant le confinement, j'ai commencé à bien le travailler. Et, enfin, voilà, et j'ai changé un peu de méthode et j'ai eu 19,5 au concours. Donc, c'est pas. Il y a tout qui est changeable. Il faut pas développer une obsession du classement non plus. Il faut rien lâcher surtout. Par exemple, Voilà. en lettres, alors que moi, je visais vraiment un master lettres, je n'avais pas eu la moyenne de toute l'année en troisième année de prépa. Et bah, j'ai eu 18 au concours. Et franchement, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas désespérer, il faut toujours y croire, même si on n'a pas la moyenne. Parce que c'est que des notes, voilà, c'est même pas votre travail, enfin, c'est pas la représentation de votre travail, ces notes-là. C'est pas la représentation de vos capacités, en fait. Enfin, ça peut l'être, mais voilà, il y a des circonstances, quoi.
sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, la question de Noah, pour passer d'Hippocagne à Cagne, est-ce qu'il y a des examens? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que tu as des concours blancs, et ces concours blancs, en fait, font partie d'un contrôle continu. C'est dans tes bulletins, et c'est le conseil de classe qui se réunit à la fin du second semestre et qui décide si tu peux passer en Cagne ou pas. Donc, le concours blanc, il sert forcément à décider si tu peux passer en Cagne ou pas, mais il n'y a pas que le concours blanc. C'est pas comme à la fac, c'est pas un partiel qui dit oui, tu passes, non, tu passes pas. Il n'y a pas de note à partir de laquelle tu passes ou pas. C'est vraiment au cas par cas, comme au lycée, je dirais, sauf qu'évidemment, c'est plus dur qu'au lycée. Et de toute façon, ne pas passer en Cagne, c'est très très rare. Normalement, l'hypocagne est une classe qui ne se redouble pas. En pratique, elle se redouble pour raison de santé s'il y a besoin. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut te dire tu ne passeras pas en Cagne moderne, t'as trop de retard en géo, donc tu passeras en Cagne classique. À l'inverse, tu as trop de retard en latin, tu iras en Cagne moderne. Ça, on peut te le dire. Et on peut te dire aussi, tu iras en Cagne, mais pas chez nous. Tu iras dans une Cagne qui va moins vite, où tu pourras plus respirer, etc. Et bien sûr, au contraire, on peut te dire, tu peux viser une Cagne qui va plus vite si tu as envie. On t'y forcera jamais, bien sûr, mais c'est des choses qui se font. Ouais. Et on te vire jamais de la Cagne, hein, parce que, en fait, il y a la légende quand on arrive en Hippocagne que si on bosse pas assez bien, on va se faire virer du plus grand et qu'on va aller dans une Cagne moins bien. Alors c'est vrai qu'à la fin de l'Hippocagne, au conseil de classe, il y a toute une, il y a une petite partie d'étudiants où en fait, les enseignants te recommandent d'aller dans une autre prépa, que ce soit une Cagne moderne ou une prépa avec un rythme plus lent, mais ils le font pour ton bien. Enfin, je veux dire que, c'est vraiment quand ils pensent que tu réussiras mieux dans ces conditions-là. Par exemple, moi, en Hippocagne, à la fin du concours blanc d'Hippocagne, j'étais très bien classée. J'étais dans les 5 premiers et pourtant, j'avais pris une tôle, mais je crois que j'ai eu 2 ou 3 en latin. Et je me souviens, j'ai pleuré pendant tout le mois de juin en me disant que allez, on va me virer, on va me mettre en Cagne moderne. Et au final, personne ne m'a dit ça, alors qu'il y en a d'autres qui avaient peut-être 7 ou 8 en latin, à qui on leur a quand même recommandé la Cagne moderne. Mais je pense que ça dépend en fait des cas particuliers. Ils vont pas juste te virer parce que tu as une mauvaise note. Ils te virent pas. En fait, ils te recommandent d'autres prépas quand ils trouvent que les méthodes des autres prépas ou les modalités du concours Cagne moderne seraient plus faciles ou que ce serait plus facile pour toi de réussir ces concours-là. Et c'est toujours des recommandations. Souvent, les prépas qui partent de Louis le Grand, c'est souvent ils partent de leur plein gré parce que ils sont d'accord avec les profs, ils ont plus envie de rester parce que ça va trop vite et que ils ont envie de faire quelque chose de plus lent, de plus à leur rythme et de moins stressant. Donc c'est Ça jamais existe quand viré. même. Ça existe quand même les gens qu'on vire entre guillemets, c'est-à-dire à qui on dit tu ne feras pas ta deuxième année ici et qui ne sont pas d'accord, mais c'est quand même super rare. Oui, il y en a un ou deux et même pas tous les ans, quoi. Ouais, notre année, il y en a eu au moins un, mais c'est un cas hyper particulier. C'est quelqu'un, enfin, il y avait des problèmes avec les profs aussi, il y avait, il avait il avait vraiment abandonné, en l'occurrence, le latin, il voulait plus en entendre parler, etc. Donc, il est normal que les profs de latin aient dit on ne le prendra pas ici où le latin est obligatoire, puisqu'il ne faisait pas de grec, il ne pouvait pas percer en grec. Voilà, mais ça reste quand même des choses rares. Et je pense que ça, c'est pareil en AL et en BL, et à peu près partout. Nous, il y en a pas mal qui ont arrêté à la fin de la première année parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait par exemple une matière parmi les 6 qui les intéressait et pas les autres. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui est parti en licence de sociologie, des choses comme ça. Mais sinon, il y a une personne qui a été très très absente, qui venait pas, etc. On lui a demandé, on lui a dit si vous continuez comme ça, il vaut mieux partir. Et elle était d'accord, elle est partie. Mais on n'a jamais forcé. Je sais que l'année au-dessus de moi, il y a quelqu'un pareil qui avait des résultats très très bas et qui était pas très bien mentalement aussi. Les profs lui ont dit bon ben là, réfléchis peut-être à faire autre chose. Il avait envie de terminer. Il a dit non, je vais y arriver. Et au final, il a fait sa deuxième année très bien, etc. Donc c'est vraiment
pas un système robotique. Si vous avez moins de temps, on vous éjecte. Je pense que c'est plus quelque chose d'humain aussi. Les profs, enfin nous en tout cas c'est comme ça. Les profs, ils vont dialoguer avec les élèves, ils vont dialoguer entre eux. Par exemple, moi il y a une matière où je suis très très forte. La prof, elle est allée voir d'autres profs avec qui je suis en plus en difficulté pour leur dire oui, mais à côté de ça, elle est très forte là, etc. Enfin il y a pas, à mon avis, il n'y a pas à avoir peur de ça. Et après, c'est à vous de réfléchir aussi à la fin de l'année. Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Puisque vous avez le droit aussi. Et voilà. Noah demande à quelle fréquence on était évalué. Alors, le minimum légal, je dirais, à ma connaissance, c'est un DS ou concours blanc et une colle, donc un oral, par matière et par semestre. En pratique, tu as souvent 3 DS ou concours blanc minimum et 3 colles par matière et par an. Minimum, parce qu'il y a des matières où tu en auras un peu plus. La fameuse version de latin en Cagne, je ne sais pas combien on en a eu, mais beaucoup plus que 3. Et puis l'aspect un peu plus aussi. En AL, en tout cas, c'est comme ça. Mais, voilà. Je pense qu'en BL, ça marche à peu près pareil, sauf que vous n'avez pas de latin. Oui, donc nous, vous c'est devez avoir ça. autre chose, mais... Oui, on a un DS toutes les semaines, tous les samedis. Donc ça alterne chaque matière. Donc en fait, toutes les 6 semaines, on revient à la matière précédente. Il y a des matières qu'on a plus souvent, les maths, parce que l'épreuve est plus courte, donc c'est plus facile d'en faire. L'école, c'est pareil. Il y en a 2 ou 3 par matière, par semestre. Les maths, il y en a plus parce qu'elles sont plus courtes. Mais t'as vraiment énormément d'occasions de t'entraîner, énormément du coup d'occasions de te rattraper si une fois ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, tu arrives à voir l'école comme. Enfin, moi, je sais que les premières, j'y allais comme si je jouais ma vie. Et après, au final, j'y allais comme si j'allais m'entraîner. Enfin, je sais pas si tu fais du foot, j'y allais comme si j'allais m'entraîner avant un match, quoi. C'est juste. On peut se dire que la fréquence, elle fait peur, mais d'un côté, ça te force un peu à travailler parce que t'as pas envie d'avoir rien à dire. Et en plus, ça te fait garder un rythme et ça te permet d'avoir plein d'entraînements. Donc, ce qui peut paraître au lycée comme des trucs hyper stressants, en prépa, ça devient des chances, en fait, d'à chaque fois te mesurer à l'épreuve. Alors après, je pense qu'il y a une variabilité aussi en fonction des établissements. Je sais par exemple qu'Henri IV, ils ont beaucoup de DM et moins de DS parce qu'ils fonctionnent comme ça. Il y a des gens à qui ça convient très bien, il y en a d'autres à qui ça convient pas, chacun est différent. De la même façon, nous, on avait beaucoup, surtout en Cagne, beaucoup de cols, ce qu'on appelle les cols publics, c'est-à-dire une colle que tu fais en cours. Et parfois, c'était, par exemple, chacun fera une colle publique dans l'année, mais souvent, c'était aussi colle publique pour les volontaires. Et donc, tu peux être volontaire très souvent si c'est une matière. Moi, je sais que des cols publiques de spé, j'en ai passé au moins 3 ou 4 dans l'année, donc en plus de mes 4 cols de spé normales, entre guillemets. Donc, au final, j'ai peut-être eu 8 cols de spé dans l'année. Le voisin ou la voisine qui a pas voulu faire de colle publique n'aura peut-être fait que 3 cols dans l'année, 4 si il ou elle a été admissible. Voilà. Il y a aussi des possibilités d'adapter. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si on va en rester là. J'aurais juste une dernière question parce que j'avais contacté l'ENS justement à propos de ça, mais je n'avais jamais eu de réponse. Je voulais demander si les spécialités en Cagne déterminaient le département où tu voudrais aller après. Alors, ça dépend des ENS. Et ça dépend des concours. Dans le concours prépa, alors déjà, dans le concours étudiant, c'est-à-dire le concours qui se passe soit depuis la prépa, soit depuis la fac, mais exclusivement en 3e année, ça détermine le département où tu seras puisque tu candidates à un département. Non, Marie, non, parce que tu n'es pas obligé de candidater dans le département de ta SP. Moi, j'étais en SP anglais, j'ai candidaté en philo. Et oui, donc c'est pas ta SP qui détermine, mais le département auquel tu candidates détermine celui où tu seras, mais c'est pas forcément. En gros, tu es pris au département et tu peux plus. Enfin,
la règle est que normalement, tu peux plus changer de département après et tu restes pendant 4 ans dans ce département. Mais pour certains départements, souvent, t'as des trucs pour changer de département. Mais oui, enfin, normalement, en fait, tu candidates à un département. Tu candidates pas à l'ENS comme tu candidaterais à l'ENS pour le concours AL. Après, pour le concours, que ce soit AL ou BL, à Lyon, tu rentres dans une spé et tu restes dans ce département-là. Alors, il y a toujours des possibilités de changer si c'est motivé et que tu as une raison. Mais voilà, la règle, c'est que tu ne bouges pas. Saclay, il n'y a qu'un département auquel tu peux candidater en tant que littéraire, c'est anglais. Donc oui, si tu rentres en anglais, tu ne bouges pas. Ce qui ne t'interdit pas d'ailleurs de prendre des cours dans d'autres départements. Mais voilà. À Ulm, tu fais ce que tu veux. Tu ne rentres pas dans un département, tu rentres à l'ENS avec une spé, mais les coefficients sont ainsi faits et le concours est ainsi fait que tu fais ce que tu veux une fois que tu es rentré. Ce que tu veux quand même dans une certaine limite, la limite c'est que passer dans un département scientifique quand tu es rentré en lettres, en pratique c'est pas possible. L'inverse est très compliqué mais faisable. Dans ce sens-là, en pratique c'est pas possible. D'accord, ok, d'accord, merci. Mais il y a même à l'ENS un département, le DEC, le département d'études cognitives, qui n'est pas représenté par une spé ni au concours lettres ni au concours sciences. Donc tu y rentres forcément par une autre spé. Voilà, c'est un peu rigolo, mais c'est comme ça. Et tu vois, tu as un exemple avec Lucie, puisque Lucie est rentrée sur une spé langue et est partie faire de la philo et de la musicologie, donc au département de DHTA, le département des arts. Là, je suis moins originale. D'accord, merci. Après, là, quand vous aviez présenté un peu vos parcours, je me rends vraiment compte que vous faites plein de choses en même temps. Mais comment vous arrivez à suivre et c'est quoi tout ça en fait ça? Comment vous faites? Alors On déjà, dort on n'est pas. pas obligé de faire plein de choses en même temps. Pardon. Non, vas-y, Lucie, vas-y. Non, j'ai dit qu'on ne dormait pas et que je suis plus occupée en ce moment que je l'étais en prépa. Enfin, c'est plus ou moins vrai, mais en gros, j'ai moins de boulot hors cours, mais j'enchaîne. Je crois que j'ai 4 journées de la semaine où j'enchaîne 9h à 19h presque sans pause de déjeuner. Donc, en fait, ça dépend même parce que à l'ENS, en fait, c'est des cours à la carte et en gros, je crois que l'obligation, c'est 4 cours semestriels par an. Et souvent, on en fait beaucoup plus que 4 cours. Et à l'EHESS aussi, à l'EHESS, j'en parlais à ma tutrice parce qu'on a des tuteurs et des directeurs de recherche quand on entre à l'ENS. Et elle me disait, j'ai jamais vu un programme si léger que le master de l'EHESS. En gros, je crois que j'avais 2 cours de musique par semestre et 2 cours où je piochais. Et je pense que si j'ai un emploi du temps aussi chargé, c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de cours qui m'intéressaient et que j'avais envie de les faire. Donc, c'est comme on veut, en fait. Par exemple, moi, j'avais plein de cours aussi qu'au final, j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de temps au bout d'un moment. C'est faisable. Hein. C'est dommage parce que du coup, il y a des cours super bien que voilà, tu dois laisser tomber, mais ça revient aussi tous les ans dans les programmes. Alors, moi, je dors la nuit. Si je ne dors pas, c'est pas la faute des cours. Et je n'ai pas plus de travail qu'en prépa. Mais j'ai pas le même parcours que Lucie. En fait, je dirais que tu construis le cursus que tu veux. Moi, je prends pas mal de cours à l'ENS aussi, plus que le minimum, clairement. Mais moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de me mettre au CNED en art plastique, ce qui me permet en fait vraiment de travailler quand je veux. Et c'est rendez-vous sur objectif à la fin de l'année avec 2 semaines de partiel. Donc ça me permet de travailler quand je veux. À telle période, j'ai des choses à rendre pour l'ENS et pour Paris 4, donc les lettres, la littérature comparée. Et ben, je travaille pas l'art plastique. Tel autre moment, j'ai des vacances à n'en plus finir parce que c'est l'intersemestre de partout. Et ben, on bosse l'art plastique toute la journée. Voilà. Ça, c'est assez pratique et je sais que je suis pas la seule à l'ENS à faire ça, à avoir pris un cursus au CNED pour pouvoir s'organiser. Sinon, en L3, puisque moi je suis rentrée en carré, donc j'ai fait ma L3 pendant que j'étais à l'ENS, en L3, quand tu es en double cursus, tu peux demander des dispenses d'assiduité de ce que tu veux. Donc il y a plein de cours dans lesquels je n'ai pas mis les pieds de l'année de ma L3.
as quand même le partiel à la fin du semestre, donc il faut se débrouiller soit pour rattraper, soit pour ne le faire que dans des matières où tu as de l'avance. Mais clairement, par exemple, le latin, qui est en L3 de lettres modernes, est une grosse blague avec rien dedans. Je ne me suis présentée à aucun cours, je n'ai pas rattrapé le programme, et ça s'est très très bien passé en partiel. Donc il y a aussi, voilà, il faut bidouiller un petit peu. Et pour la petite histoire, ça peut paraître beaucoup dit comme ça, 3 cursus, d'autant que j'ai un job en plus. Ouais. Je suis colleuse en même temps, c'est rigolo. Mais en fait, j'ai beaucoup de temps libre. Enfin, là, en confinement, non, mais sinon, je fais à peu près 10 heures de sport par semaine. Et je suis dans plusieurs associations, et je sors et je fais toute ma bouffe moi-même parce que j'aime bien cuisiner. Voilà, il y a pas, il y a, il y a le temps. En fait, il y a le temps de faire beaucoup de choses. Je monte une pièce de théâtre aussi. Voilà. C'est des cursus aussi qui sont vachement, vachement moins chargés qu'une prépa chacun. Donc, on peut en cumuler sans trop de problèmes. Ok, d'accord, merci. Mais du coup, vous vous inscrivez à des trucs en même temps? Ouais. Enfin, ah, ok. D'accord. Alors, en fait, il y a des choses différentes. Tu vois ce que fait Mathilde, majeur, mineur. Mathilde, arrête-moi si je me trompe, mais c'est des parcours qui sont déjà prévus. Donc, c'est fait pour que tu t'inscrives. Tu ne peux pas t'inscrire à la mineure sans la majeure. Enfin, c'est fait pour que tu t'inscrives dans les deux. Tu pourrais ne pas avoir de mineur, mais c'est fait pour. Il y a des doubles licences aussi. On n'en a pas trop parlé, mais il y a des doubles licences qui sont faites pour. Par exemple, à Paris 4, il y a une licence lettres modernes anglais. C'est une licence de lettres modernes et une licence d'anglais, mais c'est fait pour aller ensemble. Donc, tu t'inscris à la double licence et non pas à chacun des deux, et tu as des aménagements. Du coup, tu as quelques cours en moins, tu as des cours un peu moins longs, enfin voilà, tu as des choses comme ça. Ce que fait Frédéric et ce que je fais, si tu écartes l'art plastique, c'est des choses qui sont faites pour exister, dans le sens où le PP et le NS, c'est des choses qui sont faites pour se cumuler à un cursus fac, mais il n'y a pas d'accord. Tu fais le cursus fac que tu veux, où tu veux. Donc là, c'est à toi de t'arranger pour que tes horaires fonctionnent. Et si tu es en L3, ben, tu peux demander des dispenses d'assiduité, pas tellement en master. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut se dire aussi pour comprendre comment ça marche, c'est qu'à partir du M1, si tu fais des formations de recherche, en fait, il y a relativement peu de cours. C'est-à-dire que moi, à la fac, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme cours? J'ai 3 heures d'islandais par semaine, j'ai 2 heures de littérature, 2 heures de littérature comparée, et 2 heures de cours hors mention. Donc moi, j'ai pris littérature allemande. Ça fait quand même pas beaucoup. Et il y a un cycle de conférences aussi. C'est tout, et un cours de méthode. Voilà, c'est tout ce qui est obligatoire. Ça fait quand même pas beaucoup d'heures. Alors j'en ai rajouté parce que, par exemple, l'islandais, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc j'ai pris grammaire islandaise avec. Mais ça, c'est juste parce que la légende veut que je fasse de l'islandais tout le temps, paraît-il. Mais voilà, c'est des cursus qui, en nombre d'heures, sont relativement petits parce que, en fait, ça te demande beaucoup de boulot personnel, ça te demande de faire un mémoire à la fin de l'année, etc., pour lequel, donc, on te laisse du temps. Mais en fait, du coup, si tu t'organises bien, tu peux en cumuler plusieurs. Moi, l'an dernier, j'ai validé en un an 183 crédits ECTS. Et c'est pas absolument exceptionnel. Tout le monde ne fait pas ça parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de fonctionner comme ça, mais c'est pas absolument exceptionnel à faire. D'accord, merci. Et Eric Lutobi dit qu'on a le secret d'Hermione Granger. C'est peut-être pas complètement faux parfois. Dans la catégorie je suis dans un cours, mais en fait j'en suis un autre parce que le cours ne m'intéresse pas et que je suis en train de bosser pour un autre sur mon ordinateur, c'est fréquent. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, personnellement, j'en ai plus. C'était vraiment très intéressant. Ouais, c'était super d'avoir pu échanger avec vous, vraiment, parce que justement, j'étais là, oh, ce serait bien si je pouvais parler avec des gens et tout ça. Et puis là, j'ai reçu une mail, ah, il y a ça qui est proposé. J'étais vraiment super contente. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et comment tu as eu l'information, Jade, en fait? Eh bien, en fait, c'est le documentaliste du CDI qui a envoyé un mail qui lui-même venait d'Arun Taziev. Voilà. Ben, Barbara a pensé à passer par ce réseau. Cette fois-ci, on n'y avait encore jamais pensé.
dit, voilà. Et je crois que c'est une idée à recommencer. Tant mieux, tant mieux. Eh bien, maintenant, ce qu'on peut faire pour les prochaines fois, Jade, tu as, si tu veux être en relation plus fréquemment avec, en particulier, Marie qui participe activement à l'association des langues de grandes écoles, on peut t'intégrer dans la discussion si tu le souhaites. Il suffira que tu aies Mathilde y est aussi d'ailleurs. un messenger. En fait, j'ai pas de téléphone portable et j'ai aucun réseau social. Ok. Mais si Bon. tu veux, enfin, je sais pas pour les autres, mais celles qui ont envie peuvent te donner leur mail aussi. Moi, ça me dérange pas du tout de répondre à des mails si tu Ah as oui, des oui, questions vraiment, qui oui, oui, viennent. merci beaucoup. Ah, ça me plairait beaucoup, merci. Moi, je mets mon mail dans le chat